avant de me former à tout ça, j'avais fait un investissement immobilier en résidence principale quand je suis rentré de Bordeaux à Pau. Et je pense que j'ai fait tout le panel des conneries qu'il fallait pas faire. Aujourd'hui, le temps moyen pour rentabiliser en France l'achat de sa résidence principale, la moyenne nationale, à ton avis, c'est combien? Ouais, je dirais 12-13 ans. C'est 14 ans. Quelqu'un qui investit 30% de son patrimoine et qui a le portefeuille le plus optimisé du monde, il fera tout de même moins bien que la personne qui a 90% de son patrimoine investi sur une stratégie cohérente pour lui, mais qui est full investi, tu vois. Je vois trop de particuliers se jeter la tête la première vers les crypto-monnaies, du private equity, des choses encore plus exotiques comme les cartes Pokémon, les montres, etc. sans avoir consolidé les bases. C'est comme quand tu construis une pyramide, bah tu commences pas par le haut, tu commences par les bases. Et les bases, c'est les actions et c'est l'immobilier. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau format long. Donc on va discuter cette fois-ci avec Charles Elias Farah, que je suis très content d'accueillir pour la première fois sur ma chaîne. Donc on va discuter de gestion de patrimoine et d'un sujet que je trouve extrêmement intéressant. On va le détailler ensemble après, mais c'est l'investissement pour des objectifs. Parce que moi, ce que je traite sur ma chaîne la plupart du temps, c'est la bourse, donc les ETF, les actions. Tout ça, c'est très bien, mais finalement, c'est un pan de ce qui est possible de faire avec notre patrimoine. Donc l'idée, c'est qu'on aille creuser un peu plus loin sur qu'est-ce qui est faisable. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement un peu ton parcours et aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Yes, bah déjà merci pour l'invitation. Je m'appelle Charlie Asfara, je suis conseiller en investissement financier et créateur de contenu autour de l'éducation financière, un petit peu comme toi. Heu, Plutôt présent sur LinkedIn et YouTube, un petit peu moins Instagram, même si je vais bientôt me lancer. Il arrive. Exactement. Et donc aujourd'hui, j'ai globalement 3 casquettes. Une casquette de créateur de contenu, une casquette de conseiller en gestion de patrimoine. Donc j'ai un cabinet de gestion de patrimoine dans lequel j'accompagne les particuliers à atteindre leurs objectifs de vie. Ça peut être préparer leur retraite, financer les études de leurs enfants, générer des revenus complémentaires. Et j'ai une activité de formation où je forme les particuliers à devenir autonomes dans la gestion de leurs investissements. Globalement, je pense que vous l'avez compris, mais on a plus ou moins la même activité et il y a de très, très belles synergies parce qu'on ne touche pas forcément les mêmes personnes avec, la formation et l'accompagnement parce que ces personnes-là veulent devenir, autonomes et il y a d'autres personnes qui ne veulent pas forcément le gérer et justement, je voulais, commencer par ça puisque je suppose que tu as des profils qui vont un peu, être à la fois dans, «Je veux devenir autonome, mais je veux déléguer une partie» et il y a des profils qui vont vouloir être 100% autonomes, d'autres qui vont vouloir 100% déléguer. Hem, c'est quoi la différence de profil entre, voilà, les toi, de ton côté, les personnes qui se forment, est-ce que tu as des patterns qui reviennent et des personnes qui veulent vraiment, voilà, déléguer leur patrimoine? Est-ce que tu as une tranche d'âge? Est-ce que c'est des personnes un peu plus, âgées qui viennent, pour déléguer? C'est quoi? Il y a 2 critères principaux qui vont différencier les personnes qui veulent se former des personnes qui veulent déléguer. Ça va être un, l'appétence pour le sujet et 2, le temps disponible. Donc pour faire simple, c'est la réponse à la question: «Est-ce que je veux?» et ensuite c'est: «Est-ce que je peux?» Les personnes qui sont intéressées par le sujet, qui ont une appétence, ça peut être, un petit peu comme toi ou comme moi qui ont découvert avec, les réseaux sociaux, des contenus gratuits sur YouTube, sur Instagram, des newsletters, des articles de blog et qui sont un petit peu pris de passion pour le sujet parce que l'univers des finances personnelles et de l'investissement, quand on met le doigt dedans, bah, certaines personnes, ça les intéresse pas du tout, mais on peut vite découvrir un univers, qui nous passionne sur le côté, à la fois peut-être mathématique, sur le côté stimulation intellectuelle, sur le côté compréhension du monde, l'économie. La bourse, c'est très relié à l'économie réelle, l'immobilier aussi. Il y a plein de classes d'actifs qu'on découvre et donc c'est un univers auquel on s'ouvre, dont on peut se passionner. Donc le premier sujet, c'est: «Est-ce que ça m'intéresse?» et ensuite, la deuxième question, c'est: «Est-ce que je peux?» dans le sens, est-ce que j'ai le temps de m'intéresser, de prendre en main ce sujet? Parce que, tu le sais comme moi, la gestion des finances personnelles, quand on veut prendre en main ses finances, ça peut demander un peu de temps. Pas forcément beaucoup, il y a différentes façons d'investir. Il y a de la gestion active, il y a de la gestion passive, il y a de la gestion pilotée et donc certaines personnes, bien qu'intéressées par le sujet, se disent: «Non mais moi avec, mon activité professionnelle, que ce soit un indépendant, que ce soit un salarié ou avec ma vie personnelle, je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai beaucoup de choses à faire, d'autres passions dans la vie». Bah, finalement ces personnes-là, elles peuvent se dire: «J'ai pas le temps de, bien gérer mes finances et je préférerais dans ce cas-là déléguer». Donc finalement, les personnes qui cochent les 2 cases: «Je suis intéressé et j'ai le temps de m'en occuper», elles peuvent se former et c'est ces personnes-là qui viennent plutôt me voir pour la partie formation et d'autres personnes qui peuvent se dire: «Soit j'ai pas le temps, soit ça ne m'intéresse pas, même si j'ai conscience que c'est important de le faire et donc je vais plutôt déléguer à un gestionnaire de patrimoine». Et est-ce que tu retrouves des différences notamment alors je sais pas si finalement on a assez de recul là-dessus, tu vois? Si on a assez, d'expérience professionnelle avec, ce qu'on a déjà fait comme activité pour voir un peu,
la psychologie des personnes quand ça va pas bien. Parce que finalement, ça va bien depuis, longtemps. Depuis 2008, globalement, il y a pas eu de crise majeure. Il y a eu le covid, mais ça a été très, très rapide. Il y a eu 2018, il y a eu 2022. Globalement, il n'y a pas eu de voilà, d'énormes, crises longues. Donc psychologiquement, investir en bourse, aujourd'hui, on peut considérer que c'est «facile» entre guillemets, même s'il y a de la volatilité. Est-ce que les gens que tu accompagnes en gestion de patrimoine qui ne s'y intéressent pas, est-ce que tu retrouves, peut-être plus de peur, plus de crainte, plus d'incompréhension par rapport à ce qu'ils ont? Même si toi tu les accompagnais et je suppose que tu fais de l'éducation autour de ça pour évidemment, un petit peu leur expliquer, les bonnes décisions et en tout cas les mauvaises décisions qu'il faut éviter de prendre. Mais, est-ce que finalement, même en accompagnant les gens, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, si le mec te dit, «Vends», tu peux pas ne pas le faire si vraiment il te le dit. Donc est-ce que, voilà, tu as une différence, de psychologie et Ouais. vraiment, Ouais, ouais, complètement. C'est vrai que les personnes qui vont se former, alors il y a des gens qui sont bien formés, des gens qui sont moins bien formés, il y a différentes écoles, hein, d'investissement. Il y a des gens qui sont plutôt, j'ai envie de dire, catastrophistes et il y en a qui sont, très optimistes. Donc même quand tu es formé, tu peux avoir, une psychologie très différente. Mais, globalement, c'est des personnes qui vont prendre des décisions après une réflexion. Bonne ou mauvaise, chacun, voit midi à sa porte, mais il y a eu un process de réflexion. Le problème, ça va être pour les personnes qui sont pas formées et qui vont plutôt réagir sur le coup de l'émotion, et qui vont réagir parce que elles ont entendu dans les journaux ou, à la télévision, à la radio ou peut-être, leur boulangère, ou des petits amis, des cousins, des collègues qui ont parlé, de manière très lointaine, parce qu'ils ne comprenaient pas non plus très bien le sujet, d'une crise qui arrive, de la panique des marchés, de les retraites, de l'économie qui s'effondre. Et donc quand les décisions, elles sont prises sur le coup de l'émotion et avec de l'actualité, chaude, c'est, pour ne pas dire jamais, c'est quasiment jamais de bonnes décisions. Et donc ces personnes-là, quand elles viennent me voir et qu'elles ont quasiment aucune compétence ou connaissance sur le sujet, tu l'as dit, moi j'ai vraiment une démarche de pédagogie. Donc quand je veux préconiser une solution à un particulier, bien évidemment, il y a tout le travail, administratif, réglementaire, s'assurer de l'adéquation du profil, mais et ça, c'est là où s'arrêtent la plupart des conseillers en gestion de patrimoine. Moi, j'essaie d'aller un cran plus loin en apportant ma touche de pédagogie. Je pense que c'est ma, j'ai envie de dire, des formations professionnelles avec ouais. la création de contenu et la formation. J'ai envie que les personnes comprennent et la plupart du temps, les particuliers, à qui j'explique, même s'ils sont pas passionnés par le sujet, ils sont contents de comprendre. Parce qu'il y a toujours cette volonté de, sentir qu'on n'est pas en train de nous raconter la messe et quand la personne se sent en maîtrise, sans parler d'expertise, mais elle comprend pourquoi est-ce que tu lui as préconisé cette solution-là. Un, elle est beaucoup plus enclin déjà à signer, commercialement, c'est important et ensuite derrière, elle va beaucoup moins t'embêter plus tard. Parce que si jamais il y a la moindre, actualité, le moindre changement, qu'il soit économique, politique, la personne va se dire: «OK, quand Charles Elias m'a préconisé cette solution, il m'a expliqué pourquoi on l'a fait. Le contexte peut être en train de changer. Je peux avoir des questions et lui poser, mais je ne vais pas paniquer et je ne vais pas lui dire absolument il faut tout vendre, il faut directement s'expatrier». Alors évidemment, quand on a un client qui nous fait une demande dans un certain sens, on est obligé, déjà un, de la prendre en compte, mais ensuite 2, on ne pourra jamais aller à l'encontre de ce que demande un client, mais ça fait aussi partie de nos responsabilités de ne pas mettre en place des solutions ou des dispositifs qui pourraient, j'ai envie de dire, faire perdre beaucoup, financièrement, et autres, à un client. C'est-à-dire qu'un client qui vient me voir et qui me dit: «Moi, je veux, faire que des effets de levier fois 10 sur des cryptomonnaies», je vais tout simplement lui dire: «Non». En tout cas, je vais lui dire: «Ça sera pas avec moi Ouais, c'est ta que vous le ferez. responsabilité après. C'est ma responsabilité». Donc je dois avoir un travail de pédagogie, d'explication, je dois rassurer, mais derrière, si jamais un client, insiste, je pourrais tout simplement lui dire: «Ce type de solution-là, si vous voulez le faire, libre à vous, mais en tout cas, ça fera pas partie de mes préconisations et je ne le ferai pas pour vous». Très clair et du coup, tu as commencé à aborder, le sujet, sur lequel on va aller aussi, sur, cette émission, ce podcast. C'est, les différentes classes d'actifs et ce qu'on appelle le goal based investing, donc le fait d'investir pour des objectifs. Parce que de ce que je vois, moi, sur mon audience et des discussions que je peux avoir avec, les différentes personnes avec lesquelles je parle sur les réseaux, c'est que moi, je suis très focus bourse et donc j'ai des personnes qui investissent en bourse et qui omettent beaucoup de choses et beaucoup d'investissements qui sont possibles et j'ai vraiment,
voilà, quand on dézoome un peu la situation, quelqu'un qui investit 30 de son patrimoine et qui a le portefeuille le plus optimisé du monde, il fera tout de même moins bien que, la personne qui a 90 de son patrimoine investi sur une stratégie cohérente pour lui, en fonction de ses objectifs, qui fait peut-être 1 à 2 de moins que, la personne A, mais qui est full investi, tu vois? Donc, qu'est-ce que c'est que l'investissement sur les objectifs? Comment est-ce que tu l'emmènes avec la personne? Et comment est-ce que tu pilotes ensuite les différents investissements pour répondre à ces objectifs-là? Le goal-based investing, par définition, donc l'investissement par objectif, c'est une philosophie d'investissement, c'est une méthodologie d'investissement qui vise à construire une stratégie par objectif. Et ça paraît bête dit comme ça, parce que quand on se dit je vais investir, bah, comment tu investis ton argent? On imagine, je vais mettre, j'ai un portefeuille en bourse, j'ai des investissements immobiliers. On va regarder, très souvent, le réflexe, c'est de regarder l'ensemble du patrimoine avec beaucoup de recul, comme si c'était un ensemble homogène. Alors qu'en réalité, il faut décomposer son patrimoine et les différents actifs, non pas par classe d'actifs, mais par objectif. On ne peut pas avoir la même stratégie d'investissement si j'investis pour acheter ma résidence principale dans 2 ans, si j'investis pour financer les études de mon enfant dans 10 ans ou si j'investis pour préparer ma retraite dans 30 ans. On ne peut pas avoir le même niveau de risque, on va pas, avoir les mêmes, objectifs, enfin les mêmes, classes d'actifs dedans, on va pas avoir la même gestion. Donc tous ces éléments font que, bah, évidemment, je veux pas prendre le même niveau de risque si je sais que je vais avoir besoin de retirer mon argent dans 2 ans ou dans 20 ans. Et donc, la méthodologie du goal-based investing, c'est on commence par définir quels sont les objectifs que je veux atteindre avec mon argent. À chacun de ces objectifs, je dois associer 3 critères. Un, l'horizon de temps, quand est-ce que je veux atteindre cet objectif. 2, le budget associé, combien ça va me coûter de réaliser cet objectif. Et 3, le niveau de priorité. Parce que très souvent, on va être dans un cadre de ressources limitées. On a rarement le cheat code money infini. Et donc, si on a des ressources limitées, il faut se dire j'ai potentiellement beaucoup d'objectifs et je ne peux pas atteindre tous mes objectifs avec certitude, tranquillement. Donc, il va falloir que je priorise. Et donc, une fois qu'on a défini ces 3 critères pour chacun des objectifs, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le niveau de risque minimum et le niveau de ressources minimum que je peux employer pour assurer, ou en tout cas me rapprocher d'une garantie d'atteindre cet objectif-là. Et donc, ça veut typiquement dire, si jamais je veux préparer les études de mon fils pour dans 10 ans. Aujourd'hui, c'est un horizon relativement moyen terme. Je peux avoir une stratégie plutôt dynamique. Donc, par exemple, je peux, un exemple, ouvrir une assurance vie avec, par exemple, un MSC, un ETF World dedans, mettre 100, 200, 300 euros par mois dessus et avec un certain rendement cible qui n'est pas trop élevé, et en faisant une sécurisation progressive, c'est-à-dire que je vais, arbitrer progressivement de l'ETF World vers, par exemple, du fonds euro, du produit garanti et sécurisé. Et bah, sur 10 ans, je vais peut-être viser un rendement de, par exemple, 5, ce qui est pas très dynamique, mais c'est pas non plus trop sécurisé, on laisse pas sur des livrets. Et donc là, j'ai une stratégie avec un bon niveau de dynamisme quand l'horizon était long terme, et à mesure que mon échéance s'est rapprochée, j'ai eu un niveau de risque plus faible, donc j'ai plus sécurisé mon capital. Et finalement, j'ai employé un niveau de ressources suffisant pour atteindre mon objectif sans prendre un niveau de risque trop important. L'erreur, ça serait de se dire, ah bah par exemple, c'est pour dans 10 ans, je vais mettre juste 10 euros, mais je vais tout mettre sur des cryptos avec effet de levier x10. Ouais. Ça serait erreur. Inverse, ah bah, c'est un horizon qui est dans 10 ans, bah, je vais juste, mettre sur mon compte courant ou sur un livret A qui va rapporter 1,5 mais il va falloir que je mette tous les mois, 1 000 € dessus. Ça, c'est sous-optimal. Donc vous voyez, on a un petit peu ces 2 extrêmes, stratégie sous-optimale qui va nécessiter beaucoup de ressources, stratégie très risquée, mais qui va nécessiter peu de ressources et finalement, on va trouver le juste milieu entre 2, le bon niveau de ressources et le bon niveau de risque et c'est comme ça qu'on atteint ces objectifs avec sérénité et avec le bon niveau de ressources. Et c'est super intéressant parce que du coup, en fait, on dézoome et on revient un peu à pourquoi, en fait, est-ce qu'on fait tout ça? Parce que finalement, quand on recherche, une performance, notamment, en bourse, par exemple, c'est très bien. C'est ce que j'essaie, hein, de aussi, expliquer de l'optimisation parce que finalement, je ne vais pas te faire,
heu, la leçon à toi, je pense que tu la connais très bien, mais les intérêts composés, si tu rajoutes 0,5 dans le temps, ça peut faire une énorme différence. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai par rapport à ça. Imaginons que, hem, la personne, comment dire? A un horizon à 5 ans, par exemple, et tu vas faire un plan d'investissement à 5 ans et du coup, à ce moment-là, la personne va sortir. Est-ce que, ce n'est pas potentiellement plus optimisé parfois au niveau de la performance? Donc c'est vraiment 2 types de personnes différentes. Je pense que la réponse, elle est entre les 2, tu vois? Mais, de faire une stratégie vraiment long terme et peut-être d'utiliser les ressources au moment où, voilà, la personne a besoin de ressources pour, atteindre cet objectif, de peut-être investir moins sur un portefeuille long terme et allouer moins de ressources à ça et plus à son objectif à l'instant T. Et donc pas forcément le préparer, mais plutôt préparer les objectifs très long terme et pour ce qui arrive à plus court terme, s'adapter et pouvoir, y répondre avec ses revenus, ses ressources actuelles. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais ça peut être le cas pour certaines personnes, tu vois? Donc tu veux dire, commencer par prioriser les objectifs court terme par rapport aux objectifs long Non, terme? au contraire, prioriser les objectifs long terme, les commencer le plus tôt possible pour faire, marcher la machine Mmh. le plus possible. Imaginons, moi, dans 5 ans, j'ai envie d'acheter une voiture, bah, je peux me dire: «J'investis au maximum pour ma retraite pendant 5 ans» et dans 5 ans, tout ce que j'ai fait pendant les premières années, bah, ça continue de bosser pour moi et je sais qu'à la 5e année, je vais devoir ralentir mes investissements pour acheter ma voiture à ce moment-là, tu vois? Je comprends, ça peut fonctionner. Personnellement, c'est pas mon approche. Je préfère prioriser les objectifs court terme et comme je l'ai expliqué juste avant, y allouer le niveau de ressources minimum, le moins possible, avec un niveau de risque aussi associé, maîtrisé et une fois que je sais que par exemple je dois allouer, 100 € ou 200 € par mois pour, les études d'un enfant pour dans 10 ans, tout ce qui va rester, je peux l'allouer de manière très dynamique et 100 sereine à des objectifs beaucoup plus long terme. Pourquoi je préfère fonctionner comme ça? Parce que, hem, on ne peut pas, ou en tout cas c'est ma vision, on ne peut pas mettre en danger la réalisation d'un objectif court terme au profit d'un objectif long terme qu'on est malheureusement jamais certain, d'atteindre. Je parle temporellement. Parce que, si jamais ton objectif, tu te dis: «Ah, je rêverais par exemple d'acheter ma résidence principale dans, 3 ans» et que tu commences à investir pour, ta retraite dans 30 ans et qu'en fait, les ressources que tu as mis, pour ta retraite, bah, tu aurais eu besoin de les allouer à l'objectif de l'achat de la résidence principale et en fait, dans 3 ans, bah, les marchés ont fait que, tu pas le capital nécessaire pour acheter ta résidence principale. Un, tu es dégoûté parce que tu peux pas acheter ta résidence principale quand tu le voulais et 2, la vie est faite de sorte à ce que, malheureusement, on ne sait pas si on sera encore là dans 30 ans. Donc je considère que je préfère m'assurer d'atteindre des objectifs qui sont les plus court terme et ensuite, si la vie me le permet, tant mieux, j'aurais prévu pour ces objectifs plus long terme là, mais je veux pas réfléchir à l'envers. OK, très intéressant parce que moi, je pense que ça dépend des profils. Pour la partie gestion de patrimoine, je pense que, c'est une gestion qui fait totalement sens parce que de toute façon, les personnes ne sont pas là pour avoir la meilleure performance possible. Ils sont là pour avoir, une Atteindre des réponse aux objectifs. objectifs qu'ils ont envie d'avoir. Quand tu es autonome, c'est un petit peu différent. Moi, tu vois, je sais que, par exemple, j'ai, une vision très long terme sur la majorité de mes investissements parce que, j'ai vraiment cette stratégie-là et que je sais qu'en fait, avec les compétences que j'ai, que malgré tout, l'argent est là, ça reste liquide. J'ai une bonne gestion patrimoniale à côté, donc je sais globalement que je n'ai même pas besoin de toucher à ça pour répondre à mes objectifs, actuels. Mais ça, c'est ma gestion à moi, personnelle. Après, effectivement, je pense que quand tu es en gestion de patrimoine, global avec des personnes qui ne comprennent pas et qui font confiance justement pour gérer tout ça, c'est un petit peu plus complexe de le tourner comme ça. Même quand tu comprends, hein, je pense que parce que ta réflexion, c'est de te dire, «Aujourd'hui, je commence par investir pour mes objectifs très long terme et dans 3 ans, j'ai besoin de sortir, 30 000 ou 40 000 ou 50 000 euros». Tu te dis que tu revendrais une partie de tes investissements, c'est ça que tu dis? Ouais, par exemple, parce Et qu'en fait quid si jamais les marchés ont connu une crise, au moment où tu en as eu besoin? oui, oui, après, en fait, je pense que ça s'anticipe aussi et ça peut voilà, je pense que quand tu as un objectif, imaginons dans 2 ans, de mon côté, imaginons pour construire ou quoi que ce soit et que, j'ai besoin de mon capital en bourse, bah, je vais, sécuriser, avant, d'arriver le jour où, j'ai besoin de cet argent-là. Donc c'est après une gestion un petit peu plus complexe évidemment, mais
Ça quand tu es autonome, tu vois, moi, ça me rajoute de la complexité. Par exemple, j'ai un portefeuille en bourse, PEA compte titre et mes objectifs, finalement, ils sont tous confondus là-dedans presque. J'ai un portefeuille aujourd'hui à 170 000 € à peu près. Heu, Globalement, enfin, ça travaille pour plusieurs objectifs, tu vois? Ça peut travailler pour mes objectifs à 10 ans comme mes objectifs à 20 ans. La même enveloppe, peut être allouée pour Je je plusieurs objectifs, quoi. je suis d'accord à partir du moment où l'horizon d'investissement, heu, de ces différents objectifs est proche ou en tout cas est dans la même tranche. C'est-à-dire objectif long terme à 10 ans, objectif long terme à 20 ans. Il y a quand même une certaine similitude. Ma question, c'est demain, quand tu arriveras, à 2 ans de ton objectif qui était initialement à 10 ans, bah, l'autre objectif sera encore à 12 ans. Du coup, tu auras un des objectifs pour une même poche, un de tes objectifs sera à 2 ans et l'autre sera à 12 ans. Là, tu peux selon moi, tu peux pas avoir la même allocation pour ces 2 objectifs-là. Après moi, je suis un profil, assez particulier, je pense, parce que je crois beaucoup à l'investissement en bourse et notamment aux actions et cetera. Ça me dérange pas. La volatilité me dérange pas du tout et je fais en sorte de m'exposer sur la globalité de mon portefeuille en bourse, à hauteur de ce que je peux supporter, même avec de la volatilité et que ça entache pas le reste de mes objectifs, ni, mes revenus, ni ma façon de vivre et cetera, parce que ça rentre dans le patrimoine global. Mais oui, après, je suis d'accord avec toi, quand tu arrives à 2 ans, forcément, tu dois t'adapter et moi, ça passerait par moins investir et continuer de voilà, laisser, tout ce que j'ai fait, en amont, travailler et peut-être ralentir à ce moment-là, tu vois? Mais du coup, ça lie le sujet avec, ce que j'aimerais aborder avec toi parce qu'en fait, il y a plein de classes d'actifs différentes finalement. On peut aller sur, des ETF, on peut aller sur des ETF actions, on peut aller sur des obligations, on peut aller sur des actions en direct, on peut aller sur des SCPI, de l'IMO. Hem, c'est très difficile de catégoriser en fonction de durée d'investissement parce qu'il y a plein de façons d'utiliser chaque classe d'actifs. Mais globalement, on va faire un petit exercice un peu concret, ça pourrait être cool. Si on prend un objectif à 5 ans, un objectif à 10 ans et un objectif à 30 ans, sur ces 3 objectifs, quelles seraient, on va dire, les classes d'actifs à utiliser ou en tout cas à regarder, et à adapter en fonction de sa situation? On peut peut-être, catégoriser entre 5 ans, un objectif à 5 ans, un objectif à peut-être oui, entre 10 et 15 ans, donc on va qualifier de moyen terme Ouais. et un objectif à plus de 20 ans ou 25 ans, donc on peut qualifier de long terme. Une allocation adaptée à un objectif court terme, comme à 5 ans par exemple, on va privilégier des, classes d'actifs qui sont sécurisées dans le sens où il y a peu de volatilité et liquides dans le sens où le capital ne va pas être bloqué pendant un horizon de temps, plus important que celui de notre objectif. Faut toujours avoir en tête, hein, ce triptyque, ce triangle de l'investissement, c'est soit je veux des produits performants, soit je veux des produits, heu, peu volatiles, soit je veux des produits très liquides. C'est-à-dire que je peux les revendre et les acheter facilement et rapidement. On peut voir ça comme un triangle et on peut pas avoir 100 partout. Donc c'est si on veut des produits très performants, bah, ça sera des produits qui seront potentiellement très volatiles ou des produits qui sont très peu liquides. À l'inverse, si je veux des produits, pas du tout volatiles et très liquides, bah, derrière je sais que j'aurai très peu de performance. Donc ce sera un c'est toujours ce triangle de l'investissement qu'il faut garder en tête sur chacune de ces classes d'actifs. Et donc à 5 ans, la composition de notre portefeuille, elle va privilégier, on l'a dit, la liquidité et la stabilité, donc peu de volatilité. La contrepartie, c'est donc qu'on va aller chercher des produits peu performants. Quels sont les produits qui cochent cette situation, ce triptyque-là? Ça va être des produits comme le fonds euro des contrats d'assurance vie, donc c'est la poche garantie des contrats d'assurance vie. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, les fonds euros en 2024-2025, ils ont rapporté autour des 2,5%. D'accord? Donc c'est légèrement au-dessus de ce qu'on peut avoir sur du livret A, mais c'est Net? bien euh, 2,5 net ou brut? bah, brut, mais après, tu dois retirer les cotisations sociales, Ouais, ça donc revient à grosso 17,2. modo à du livret A, quoi. C'est vraiment pas très loin du livret A, c'est légèrement au-dessus de ce on peut avoir avec du livret A. Mais c'est bien inférieur que ce qu'on peut avoir avec, par exemple, des actions, de l'immobilier ou d'autres classes d'actifs. Donc fonds euros de contrat d'assurance vie, les livrets, on en a parlé juste avant, livret A, LDDS, LEP, livret d'épargne populaire pour ceux qui y ont accès. Ça reste, on va dire, le must-have pour tout ce qui va être, des produits liquides garantis, disponibles malgré un faible rendement. Et enfin, à 5 ans, on peut s'intéresser à des produits obligataires, comme par exemple des fonds datés à échéance.
Qu'est-ce que c'est un fonds daté? C'est tout simplement un panier d'obligations et dont les obligations arrivent à échéance à la même date. Toutes les obligations arrivent à la même date. Et donc, si je sais que je vais avoir besoin de mon argent dans 5 ans, je peux par exemple me composer un panier de fonds datés, plusieurs fonds datés ou un seul fonds daté, qui arrive à échéance dans 5 ans. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, les fonds datés, selon le niveau de risque du panier, hein, des obligations, on peut aller chercher du 4%, maximum 5%, mais on va plus être entre 3 et 5% de rendement net. Donc c'est encore une fois légèrement au-dessus du livret A, mais ici, et du fonds euro, mais ici, on a moins de liquidité. Alors après, il y a des fonds datés qui sont assez liquides, hein, on peut les acheter par exemple dans des contrats d'assurance vie. Euh, mais voilà, donc pour faire simple, en conclusion. Sachant que Ouais. juste pour les fonds datés, parce que c'est un truc dont on parle pas beaucoup, Ouais. c'est quelque chose d'intéressant parce que finalement, on parle souvent des ETF obligataires, etc., qui Mhm. sont peut-être plus volatiles que des Ouais. fonds datés parce que ils vont enfin, ils vont Leur subir un composition est petit peu plus. renouvelée. Ouais, et voilà, ils subissent peut-être un peu plus les taux et les variations que peuvent avoir le marché Ouais. boursier. Alors que les fonds datés, finalement, tu es, voilà, t'es quasiment sûr d'obtenir la performance à laquelle tu as signé. Modulo Quasiment. le risque de défaut des Oui, obligations qui sont dedans. C'est-à-dire que si on prend une comparaison, déjà, une obligation, c'est quoi? C'est une reconnaissance de dette. Donc c'est un titre de créance. Donc la société Clément Bravo, tu as besoin de te financer. Tu veux pas ouvrir ton capital, tu veux pas vendre des actions, etc. Tu veux garder son capital, mais tu as besoin de te financer. Tu peux émettre des obligations. C'est une reconnaissance de dette. Tu me dis, bon, bah, Charles Elias, tiens, je te donne une obligation de la société Clément Bravo. donne-moi de l'argent. Exactement. Mais en échange, tu me donnes 100 euros et toi, tu me rendras bah, les 100 euros dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe, avec un certain taux d'intérêt. Bon, ça marche comme ça, une obligation. Moi, je te prête de l'argent, donc j'ai pas cet argent pendant un certain temps, mais je récupérerai un taux d'intérêt, enfin, un rendement plus tard. Et je prends le risque que bah, en fait, l'argent que je t'ai donné, tu l'utilises mal, Ouais. tu le perdes et finalement, tu puisses pas me rembourser. C'est ce qu'on appelle un risque de défaut. Bon. Plus le risque est élevé, plus moi je vais attendre un rendement important. Donc c'est pour ça que les obligations qui proposent un rendement élevé, elles sont risquées, et les obligations peu risquées, elles ont un rendement plus faible. Donc ça, c'est une obligation. Pour diluer le risque, souvent ce qu'on fait en investissement, c'est qu'on diversifie. Bon bah, plutôt que d'acheter juste l'obligation Clément Bravo, je vais acheter l'obligation Clément Bravo, et puis bah, Thomas Mayol, et puis de tous les copains, Toute la clique. toute la clique, et comme ça, j'ai mon risque qui est enfin, mon panier est diversifié. Euh, pour diversifier, je peux prendre soit un ETF obligataire, soit un fonds daté. Un ETF obligataire, c'est un panier d'obligations, donc il y a plein d'obligations différentes dedans. Elles ont toutes à peu près la même date d'échéance, mais à mesure qu'on va se rapprocher de la date d'échéance, je vais sortir les obligations du panier et je vais les remplacer par une nouvelle qui ont une même durée de maturité. C'est-à-dire que si dans mon panier, dans mon ETF obligataire, j'ai des obligations qui arrivent à échéance dans 5 ans, bah, au bout de 1 an, 2 ans, je vais retirer les obligations qui vont arriver du coup à maturité dans 2 ans ou 3 ans et je vais les remplacer par des nouvelles qui seront toujours à maturité dans 5 ans. Donc finalement, mon panier, mon ETF obligataire, il arrive jamais à maturité parce qu'il y a tout le temps des obligations dedans qui arrivent à maturité dans 5 ans, dans 5 ans, dans 5 ans. Ça a un certain intérêt selon les taux d'intérêt. On va pas rentrer dans les détails techniques ici, Ouais. c'est un peu complexe. Mais c'est une façon de diversifier. Les fonds datés, eux, ils vont constituer un panier, et sauf que je vais plus jamais toucher à la composition du panier une fois que je l'ai faite. Donc dedans, j'ai que des obligations qui arrivent à échéance dans 5 ans, et puis bah, dans 5 ans, mon produit, il est dissous, hein, il est liquidé, on dit, et les investisseurs récupèrent leur argent avec les intérêts. Et donc, l'avantage, c'est que bah, plus on va se rapprocher de la date d'échéance, plus la volatilité, plus le risque de mon fonds daté va diminuer. Pourquoi? Parce qu'au moment de la création, si jamais c'est dans 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses en 5 ans. Donc le risque de défaut, bah, il est quand même présent. Par contre, si on est, j'exagère, à 2 semaines de la date d'échéance de mon fonds et que personne n'a fait défaut dans mon fonds, bon, le risque que tout le monde fasse défaut en 2 semaines, il est quand même très très faible. Ouais. Et donc ces fonds datés, ils ont cet avantage, cette particularité d'avoir une volatilité qui réduit, qui diminue à mesure que le temps passe. Et du coup, pour une personne qui a un objectif à 5 ans, ce qui pourrait être super intéressant si vraiment il veut avoir une sécurité là-dessus, c'est de prendre par exemple un fonds daté à 2 ans et 2 ans plus tard, reprendre un fonds daté à 2 ans pour arriver jusqu'aux 5, tu vois. On peut prendre ça et prendre Mais un fonds daté à 2 ans, un 3 ans, un 4 ans, un 5 ans, et puis réinvestir progressivement.
Voilà, il y a plein de C'est caractéristiques. super intéressant. Ça, c'est une utilisation des obligations qui, je trouve, est intéressante parce qu'elle répond à un objectif précis et daté. J'ai beaucoup plus de mal de mon côté avec l'utilisation des obligations dans la diversification du portefeuille, d'un portefeuille boursier, classique, tu vois? Parce que, globalement, quand je vois des obligations dans un portefeuille très long terme, j'ai un peu de mal avec ça. Je vois pas trop l'intérêt, c'est quand vraiment tu as un horizon long. Bah, Mais l'intérêt, c'est pour la maîtrise de la volatilité du portefeuille, hein. Faut pas oublier l'effet flight to quality, c'est-à-dire la la théorie qui s'est pas toujours vérifiée honnêtement de c'est oui, c'est ça. quand les actions baissent, les obligations sont censées monter. Alors après, c'est de quelles actions on parle, de quelles obligations on parle. C'est pas du tout, on va dire, parfaitement corrélé. Mais pour donner un exemple précis, au moment de la crise des subprimes, bah, les actions américaines, donc par exemple le S&P 500, a chuté. Alors j'ai plus le pourcentage exact, 55, je crois, un truc comme ça. exact. Et dans la même période, au même moment, les bons du Trésor, donc les obligations d'État américaines, elles ont progressé de je sais plus combien, c'était 20-30%, enfin voilà. Ouais. Donc la logique, c'était de se dire, si j'avais des obligations dans mon portefeuille, la chute de mon portefeuille aurait été moindre que si j'étais uniquement exposé aux actions. Et donc, c'est là la logique d'avoir des obligations dans son La portefeuille. logique, là, moi, je la comprends tout à fait. Après, là où j'ai plus de mal de mon côté, c'est plus, hem, le fait de vouloir diminuer la volatilité de ton portefeuille, c'est que tu es peut-être pas à l'aise avec ton horizon d'investissement et la stratégie que tu as mis en place, tu vois? C'est plus ça qui me gêne dans le sens où quand tu as un horizon très long et que tu sais vraiment ce que tu fais, normalement, si tu as fait ton taf, tu peux, tanker une volatilité plus élevée si vraiment tu as un horizon très long. Après, parce que globalement, avoir des obligations dans son portefeuille, même si ça peut aider à réduire la volatilité, notamment en période de crise, globalement, si tu le fais sur 30 ans, c'est moins efficace qu'être full action. Donc, Mais peut-être que tu as pas tout un horizon de dépend. 30 ans. Voilà, tout dépend de ton horizon d'investissement. Effectivement, si tu as un horizon à 5 ans, à 10 ans, bah, là, c'est là que toutes les autres classes actives vont rentrer en jeu et qu'il faut avoir un patrimoine diversifié. Et ça peut se diversifier avec des obligations, mais aussi avec d'autres classes actifs en fonction des objectifs. Mais du coup, les fonds datés, pour le coup, sont super intéressants parce que ça enlève pour moi heu, voilà, les obligations qui vont rentrer dans un portefeuille action long terme. Voilà, c'est souvent comme ça qu'on parle des obligations. Alors que là, c'est vraiment genre des fonds datés qui vont répondre à une échéance spécifique pour dynamiser de l'épargne court terme qui, dans tous les cas, aurait dormi sur un truc beaucoup plus, voilà, beaucoup plus plan-plan avec une performance, sûrement moins optimisée. Et on en revient aux intérêts composés de tout à l'heure avec les 0,5 qu'on gratte par-ci par-là, finalement. Prendre une décision comme ça, au lieu de laisser dormir son argent, c'est, optimiser son patrimoine et c'est, ultra utile, à long terme, quoi. Après, il faut pas oublier que les fonds datés, c'est pas des produits garantis, hein. C'est Non, pas bien des sûr. livrets, c'est pas du fonds euro, c'est des produits qui ont un certain niveau de risque. Pour le savoir, on regarde ce qu'on appelle la notation moyenne du panier, parce que chaque obligation, elle peut être notée de, C à triple A, par exemple. Et plus la note est mauvaise, plus il y a un risque de défaut qui est important. Ah, quand on met plein d'obligations moyennes dans un panier, bon, bah, finalement, le risque de défaut de l'ensemble du panier est censé être supérieur à, la, note moyenne de chacune des obligations du panier. Bon, c'est un petit peu, c'est un sujet de diversification et de décorrélation, c'est un peu mathématique, mais il y a quand même un intérêt à le faire. Et donc, pour en revenir sur les compositions pour un objectif court terme, on disait fonds euros, les livrets, des fonds datés, donc partie obligataire. Et je pense que c'est suffisant. À 5 ans, on ne peut pas se permettre d'aller beaucoup plus loin parce que les autres classes actives, type actions, c'est trop volatile, je considère. Ou en tout cas, on ne pourra pas en avoir de, on va dire, ni de certitude, et on devrait pas en avoir une part importante dans son portefeuille. On veut mettre 5, 10, 15% d'actions dans son portefeuille à 5 ans. Bon, peut-être, pourquoi pas, parce que peut-être que les 5 prochaines années vont super bien se passer sur les marchés actions et ce serait dommage de passer à côté, mais on peut pas se permettre de faire reposer sa stratégie là-dessus. Pareil pour l'immobilier. L'immobilier, souvent, alors il y a différentes façons d'investir en immobilier, mais l'immobilier en direct, quand on prend en compte tous les frais liés à l'investissement immobilier en direct, le temps de rentabiliser ces frais-là, bah, finalement, la rentabilité totale de l'opération sur 5 ans, elle sera très faible, pour ne pas dire inférieure à ce qu'on aurait pu obtenir avec des obligations, par exemple. Bah, j'ai un exemple tout fait pour toi parce que avant de me former à tout ça, j'avais fait un investissement immobilier, en résidence principale quand je suis rentré de Bordeaux à Pau et je pense que j'ai fait tout le panel des conneries qu'il fallait pas faire. Ouais. Donc j'ai acheté trop cher. Donc en fait, là, je me rends compte qu'entre le prix d'achat, la cuisine de ouf que j'avais fait à l'intérieur où j'avais aligné, j'avais acheté un SMEG à 2 000 balles, enfin toutes les erreurs, qu'il faut pas faire quand tu es, jeune, diplômé, que tu commences à gagner ton argent.
les frais notaires, évidemment, toutes les charges de copropriété, les taxes foncières que tu vas payer, les différents travaux qu'il peut y avoir. Bref, tu alignes tout ça, finalement, j'en suis à vendre mon appartement aujourd'hui, un peu plus cher au niveau du prix d'achat que ce que j'avais acheté, mais globalement, tu prends tous les frais, bah, j'ai perdu de l'argent. En combien de temps? 5 ans. Donc voilà, 5 ans, c'est un horizon de temps Et trop court. Aujourd'hui, le temps moyen pour rentabiliser en France l'achat de sa résidence principale, la moyenne nationale, à ton avis, c'est combien? ouais, je dirais 12 13 ans. C'est 14 ans. Ouais. C'est 14 ans et c'est extrêmement variable. Alors à Limoges, je crois que c'est 3 ans, mais à Paris, c'est plus de 20, 25 ans. Donc Ça sera un sujet super intéressant d'ailleurs parce que la raison principale, c'est souvent une question qui revient. Est-ce qu'on la achète? Est-ce qu'on la loue? C'est un sujet qui revient souvent. Et j'estime que même quand tu achètes ta résidence principale, finalement, tu te dois d'avoir l'œil investisseur et l'œil un minimum rentabilité. Même pas pour finalement voilà, faire des gros chiffres et faire une plus-value ou quoi que ce soit, mais ça t'évite déjà de te retrouver dans une situation délicate si jamais il se passe quelque chose dans ta vie qui fait que tu dois vendre. Et il y a plein d'exemples, je pense, autour de nous, peut-être que tu en connais, moi j'en connais, voilà, des couples qui, se lancent dans un projet IMO, se séparent et la maison, elle est pas finie, elle est en vente pendant, 2 ans, ça perd de l'argent de partout et c'était voilà, il y avait pas de plan, quoi. Et cette vision investisseur que nous, on partage sur, bah, notamment les titres financiers, il faut l'appliquer aussi à n'importe quel achat IMO, que ce soit résidence principale ou quoi que ce soit, quoi. le sujet de la résidence principale, c'est un sujet clé quand les particuliers réfléchissent à l'investissement, parce qu'en France, l'investissement préféré des Français, c'est l'immobilier, heu, pas toujours pour les bonnes raisons. Et quand on réfléchit à faire son premier investissement et qu'on n'a pas des notions d'investisseur, immédiatement, on va penser immobilier et on va penser résidence principale. Le souci, c'est pas d'acheter sa résidence principale, ça peut faire sens, mais on l'a dit déjà, le temps moyen pour rentabiliser un investissement immobilier, enfin l'achat de sa résidence principale, c'est plus de 14 ans aujourd'hui à l'échelle nationale et ça peut être encore plus dans les grandes villes. Donc mathématiquement, financièrement, c'est pas toujours, c'est même rarement pertinent, à moins qu'on soit certain de rester dans son lieu de résidence, dans sa résidence principale, plus de 15 ans. Et je considère que quand on n'a pas d'enfant, ou même quand on a des enfants mais qu'on est encore jeune, qu'on est ouvert à des opportunités professionnelles, personnelles, potentiellement de déménagement, qu'on veut aussi de la flexibilité dans son lieu de résidence, pouvoir peut-être changer de pays. Tous ces facteurs-là, ils sont à prendre en compte et ils vont plutôt à l'encontre de la décision d'acheter sa résidence principale. Et quand je discute avec les particuliers qui me disent bah, je réfléchis à acheter ma résidence principale, je demande toujours le pourquoi. Parce que acheter sa résidence principale, ça n'est pas un objectif. Ça peut être un moyen d'atteindre d'autres objectifs, comme par exemple une stabilité et une sérénité financière vis-à-vis, de son lieu de résidence. Ou c'est, bah, un objectif parce qu'on sait qu'on voudrait faire certains travaux chez soi, parce qu'on voudrait construire une certaine pièce ou parce qu'on sait que voilà. Il y a plein de raisons, il y a plein d'objectifs sous-jacents, mais juste l'achat de la résidence principale en soi, faire un investissement immobilier, ça n'est pas un objectif. Et donc quand je creuse, je me rends compte que la motivation principale des particuliers qui veulent acheter leur résidence principale, c'est uniquement ce que j'appelle le mimétisme social. Ah ouais, ouais. Ah, bah c'est mes parents qui ont acheté. Ah, bah j'ai des collègues qui ont acheté leur résidence principale. Ah, bah j'ai des cousins, mais j'ai ma sœur, j'ai des cousins, etc. Et donc, quand c'est uniquement motivé par un mimétisme social, bah, c'est rarement pertinent. Et dans ce cas-là, tout le travail du CGP, du conseiller en gestion de patrimoine, c'est justement de creuser sur quelle est la motivation réelle derrière. Et j'ai presque envie de dire 9 fois sur 10, l'investisseur prend lui-même conscience du manque de pertinence de cet investissement. Et pour rebondir aussi sur la détention d'une résidence principale, souvent on entend les personnes dire je donne un loyer à quelqu'un d'autre. Tu vois, je paye un loyer, ça ne rentre pas dans ma poche. Alors oui, effectivement, quand tu achètes une résidence principale et de l'immobilier, tu amortis du capital sur ton prêt. Globalement, ça, c'est pour toi. Mais il ne faut pas oublier que quand tu fais un prêt, tu payes des intérêts. Quand tu détiens un bien, tu payes tes taxes foncières, tes charges de copro. Et finalement, Heu, parfois, dans certaines villes et sur certains achats, tu vas t'approcher presque du loyer que tu aurais payé pour être locataire et pour être tranquille. Largement. Donc tout se calcule, c'est vraiment, super, super important. Ce que les gens oublient, c'est que quand on est locataire, le montant de son loyer, c'est le montant maximum qu'on paye chaque mois. Quand on est propriétaire, le montant du crédit,
c'est le montant minimum Ouais. qu'on va rembourser chaque mois. Entre les travaux, entre les sinistres, entre les locataires qui payent pas, entre la fiscalité et la réglementation qui peut évoluer, entre tous ces sujets-là, les taxes foncières. On se rend compte qu'en fait, est-ce que c'est beaucoup plus intéressant d'acheter ou de louer? La réponse, elle est pas du tout aussi évidente que ce que les gens pensent, et c'est vraiment important de creuser ce sujet et oui, il y a le côté mathématique, mais il y a aussi vraiment le sous-jacent de: «Est-ce que j'ai envie de m'installer ici et est-ce que je suis certain d'y rester pour au moins les 10, 15 prochaines années?» Ouais. Et du coup, si on revient sur donc notre deuxième étape, on a parlé du 5 ans, Ouais. on va aller sur le 10-15 ans, donc on est plus sur un objectif moyen terme. Ça peut répondre à, voilà, aux études des enfants, un projet de résidence principale, pourquoi pas, dans, voilà, si vraiment il y a de la stabilité. Ça peut être un tour du monde de 2 ans en mode je me suis mis en sans solde et j'ai envie de profiter. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Là, 10-15 ans, on touche à quelle classe d'actifs et ça serait quoi un peu, une allocation, voilà, «type» entre guillemets, encore une fois, tout est, à prendre, avec des pincettes parce que les profils varient. On peut appeler ça un objectif avec un horizon, qui permet d'avoir une allocation équilibrée. Donc, c'est ni prudent, ni très dynamique. Une allocation équilibrée, comme son nom l'indique, on peut se rapprocher d'une répartition, j'exagère, 50-50 entre des actifs qu'on va qualifier de risqués, dynamiques, qui vont chercher du rendement et des actifs qu'on va plutôt qualifier de, sécurisés, et de stabilité. On a déjà parlé des actifs, plutôt sécurisés, les obligations, les fonds euros, pourquoi pas les livrets et donc on pourrait par exemple allouer, j'exagère, 50 de, notre capital, de notre patrimoine, alloué à cet objectif-là, à ces actifs sécurisés et ensuite le reste, les 50 restants, on va l'allouer aux actifs plutôt dynamiques. Ici, ça va être les actions, ça peut être l'immobilier, pardon. Après, on peut aller vers des choses un petit peu plus exotiques, hein. Ça peut être, du éventuellement à 15 ans, ça peut être du private equity. Ça peut être aussi, si on aime bien ce sujet, et qu'on est à l'aise avec la volatilité, les cryptomonnaies. Et après, ça peut être des choses encore plus exotiques, mais pour un horizon à 10, 15 ans, on va pas forcément aller beaucoup plus loin que ça. Il faut vraiment avoir en tête que dans les actifs qu'on va qualifier de dynamiques, il y a les 2 piliers, le financier et l'immobilier. Dans le financier, ça va être les actions et l'immobilier, comme son nom l'indique, c'est l'immobilier. Et ça, c'est les 2 piliers à renforcer et à consolider de manière très importante avant de diversifier vers d'autres classes d'actifs qu'on qualifie, d'exotiques. Et je vois trop de particuliers se jeter la tête la première vers les cryptomonnaies ou vers, du private equity ou vers, des choses encore plus exotiques comme, les cartes Pokémon, les montres et cetera, sans avoir, consolidé les bases. C'est comme quand tu construis, une pyramide, tu commences pas par le haut, tu commences par les fondations, tu commences par les bases et les bases, c'est les actions et c'est l'immobilier. C'est un point très important et je pense qu'il faut faire attention parce que de plus en plus, on voit, bon, les cryptos, c'est arrivé depuis très longtemps, mais là, je prends l'exemple du private equity, qui devient de plus en plus accessible à tout le monde. Avant, c'était des Crowdfunding aussi, tickets, ouais, crowdfunding, c'était des tickets à 100 000 pour aller sur du private. Maintenant, bizarrement, à partir de 100 €, tout le monde peut faire du private. Faut pas oublier que derrière, et je mets pas du tout de, voilà, je vise personne ou quoi que ce soit, hein. C'est super bien de pouvoir, avoir accès à des classes d'actifs comme ça, évidemment, mais il faut prendre du recul sur le fait que ça reste une classe d'actifs qui est super illiquide et qui ne rentre pas dans la composition de base d'un patrimoine. Et encore une fois, on prend un peu de recul, si c'est accessible à tout le monde et à partir de 100 €, ça m'étonnerait que les rendements soient exactement les mêmes parce que globalement, ça veut dire qu'il y a besoin d'argent et qu'il faut, financer, les entreprises qui restent privées. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Non, mais il y a des très bons produits de private equity qui sont accessibles avec des petits tickets d'entrée, c'est plutôt autour de 1 000 € généralement, mais c'est loin des 100 000 auxquels Ouais, dont on avait l'habitude. Après, il faut avoir en tête que, par définition, pas la totalité, mais beaucoup de ces produits qui sont aujourd'hui accessibles à des petits épargnants qui peuvent mettre 1 000 €, encore une fois, petits par rapport aux 100 000, c'est des produits qui n'ont pas intéressé suffisamment les institutionnels qui avaient des centaines de milliers ou des millions à mettre sur la table. Donc, par définition, quand on va chercher les petits épargnants, encore une fois, c'est qu'on n'a pas su convaincre les gros parce que les perspectives de performance n'étaient pas suffisamment intéressantes. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, dans le private equity, les objectifs de TRI, donc de taux de rendement interne,
proche du rendement, hein, si on veut, c'est autour des 12, 13, voire même 14%. Ça, c'est les performances du private equity en moyenne sur les 15 dernières années. Les fonds de private equity qui sont accessibles aux plus petits épargnants, encore une fois, je mets beaucoup de guillemets, on va plus s'approcher des 9, 10, 11%, ce qui reste déjà énorme et très bien. Mais c'est inférieur au private equity qualifié d'institutionnel, qui lui va aller chercher plutôt des performances à 13-14%. Mais ouais, ça, ce serait un sujet à traiter. Je pense que j'inviterai quelqu'un du private parce que j'aimerais bien débattre là-dessus. Parce qu'en fait, moi, j'estime aujourd'hui, et je comprends pas pourquoi il y a autant d'ouverture au private equity d'un coup maintenant. En fait, je me dis qu'il y a beaucoup d'entreprises qui restent privées, qui ne vont plus sur les marchés boursiers. Donc, ça me questionne, tu vois. Je me dis pourquoi avant il y avait plein d'IPO, maintenant il n'y en a plus. En fait, quand tu vois les valorisations, je suis allé faire un tour la dernière fois sur Crowdcube, qui est une Mhm. plateforme pour faire du private. Des entreprises qui faisaient 100 000 euros de résultats nets qui étaient valorisées 10 millions d'euros. Mais je me dis, mais on J'aimerais marche bien. sur la tête. On marche sur la tête complet. Il y a un problème là. En fait, les valos sont tellement élevés et élèvent à des valos tellement euh, Mhm, stratosphériques mhm. que quand tu viens sur le marché boursier, quel intérêt, tu vois? Tu vas retomber à 20 fois les bénéfices, tu vas te prendre un gadin, c'est sûr. Et les mecs qui ont le gros argent de la boîte, ça va pas bien se passer pour eux, tu vois? C'est un peu la réflexion que j'ai. Je me pose des questions là-dessus, tu vois? Je pense qu'il y a une question technologique, littéralement. C'est-à-dire, avant, il y a peut-être 10, 15, 20 ans, on avait peut-être moins la facilité de proposer des produits. Je pense notamment à tout ce qui va être tokenisation, au fractionnement, les plateformes web. Je pense que voilà, il y avait un sujet de waouh, quand tu veux mettre en relation un investisseur et des entreprises non cotées en bourse. Ah, il y a beaucoup de paperasse, c'est une galère administrative, il y a beaucoup de gens qui doivent travailler dessus. C'est pas intéressant de faire d'ouvrir ça à des tickets de 100 euros ou 1000 euros. Aujourd'hui, maintenant, avec les réseaux, avec Internet, avec les plateformes web, la digitalisation, la tokenisation, euh, la réduction des coûts de traitement de données, c'est ce qui permet aujourd'hui de se dire, bon, bah maintenant, traiter un dossier qui veut me rapporter, enfin, un client qui veut me rapporter juste 1000 euros, qui veut investir 1000 euros ou 100 euros, ça devient rentable. Donc, je pense que c'est une des raisons qui ont facilité l'ouverture, la démocratisation du private equity au grand public. Ouais, bah, ce sera un sujet à creuser. Et du coup, je reviens sur un deuxième point. Tu as parlé de 50-50. Mhm. Donc 50% sécure, 50% dynamique. Ouais. Est-ce que c'est pas trop sécure sur un horizon à 15 ans où quand même on a vraiment de quoi voir venir? Ou alors du coup, comment est-ce que tu le fais? Est-ce que sur le début de l'objectif, tu mets du 90-10, puis du 80-20, puis petit à petit, tu diminues? Ouais, bah, tu as très bien compris. On ne peut pas, on ne doit pas conserver une allocation fixe pour un objectif qui est à 15 ans pendant toute la durée de l'investissement. Quand on a un horizon d'investissement long terme, on peut se permettre d'avoir une allocation plus dynamique. Et donc là, par exemple, à 15 ans, au moment où je commence mon allocation, je serai peut-être plutôt à 70-30, 70% d'actifs dynamiques, 30% d'actifs sécurisés. Mais à mesure que je vais me rapprocher de mon échéance, on en a parlé plus tôt, c'est la sécurisation progressive. Bah, quand je serai par exemple peut-être à 5 ans, voire moins de mon horizon d'investissement, mon allocation se sera inversée. J'aurai plutôt 70% d'actifs sécurisés et 30% d'actifs risqués. Ou presque tu repasses sur le niveau dont on a parlé tout à l'heure. Exactement. Et plus on se rapproche, plus on va avoir une proportion d'actifs sécurisés importante. Donc c'est pour ça que sur l'ensemble de ma durée d'investissement, in fine, si on faisait une pondération temporelle, entre guillemets, je retomberais sur quelque chose comme 50-50. Mais j'aurais pas vraiment eu, pendant les 15 ans, 50-50. Je serais passé de 70-30 à 60-40, puis à 50-50, puis à 40-60, etc., etc. Donc, son allocation, notre allocation, elle doit évoluer dans le temps pour refléter le niveau de risque qu'on peut encaisser et toujours s'adapter avec la sécurité quand on se rapproche de son horizon. Et, et là, du coup, tu le prends sur un objectif précis. Ouais. Est-ce que finalement, on pourrait pas le faire sur un patrimoine global? Parce que, euh, par exemple, tu as besoin de 30% de ton patrimoine pour répondre à cet objectif. Dans ces 30%, tu vas créer une allocation qui petit à petit va diminuer. Mais globalement, si sur ces 30%, et c'est là qu'en fait, je te tends la perche pour la réponse, mais évidemment que tu vas travailler en cohérence avec tout le reste du patrimoine et que cette enveloppe pour cet objectif-là,
c'est pas parce que elle est à voilà, 50-50, tu vas peut-être composer avec, d'autres choses dans le patrimoine pour finalement être sur du 50-50, mais peut-être être plus dynamique dans cette enveloppe-là pour cet objectif et de l'autre côté, voilà, avoir plus de cash, Je c'est un ensemble, quoi. je comprends, je pense que c'est une erreur. Ah ouais? Personnellement, je vais vraiment allouer un certain nombre de ressources, certaines ressources à un objectif et ça va être d'autres ressources que je vais allouer à mes autres objectifs. Si on commence à, j'ai envie de dire, faire sa tambouille, à prendre un petit peu ici, ah, cet argent-là, j'avais aussi prévu pour un autre objectif, mais bon, je peux le déplacer à droite, à gauche. Je dis pas que mathématiquement, ça ne marcherait pas. Ouais. Je dis qu'en termes de bonnes pratiques financières, c'est c'est se mettre des pots de banane partout sur le sol et prendre, un risque de se ramasser parce que: «Ah bah, en fait, j'avais mal pris en compte, je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux et puis j'ai pris de l'argent là et puis j'ai pris de l'argent là et puis, bah, en fait, je sais plus ce que j'ai fait et ah bah, là, j'ai trop pris, ah bah, là, j'ai pas assez, ah bah, là, j'ai pas assez comment dire? Provisionné pour cet autre objectif-là». Je préfère fonctionner par silo. J'ai ces ressources-là, j'ai une stratégie pour cet objectif. Idéalement, j'ai envie de dire concrètement, logistiquement, ça se concrétise comment? C'est le cas le plus simple, un contrat d'assurance vie pour, préparer les études de mon fils et dedans, je vais mettre, 100 € ou 200 € par mois. Je vais faire mon arbitrage progressif avec, mon ETF World et mon fonds euro. Chaque année, tac, tac, tac et tout le reste de mon patrimoine, ça n'a rien à voir avec ça. OK, c'est intéressant parce que OK, c'est une vision, Je pense que c'est la façon la plus simple certaine, de gérer. simple et certaine et en investissement, la simplicité, c'est ma philosophie, bat, tout le reste. Et on peut faire les allocations les plus dynamiques, les plus complexes, on peut, faire un peu des mélanges, des allocations techniques et cetera. Mais au bout du chemin, l'important, c'est que j'ai pu acheter ma résidence principale. J'ai pu financer les études de mon fils. J'ai pu avoir mon revenu complémentaire à la retraite. Et quand on a un plan et qu'on s'y tient, modulo tous les aléas de la vie et des marchés financiers, eh ben, on l'atteint et c'est le principal. Et quand on commence à faire des mélanges et des tambouilles, je pense que c'est un risque, qui n'est pas dans l'intérêt du particulier. Et est-ce que tu as la même vision pour, celui qui est autonome et qui gère son propre patrimoine? Ou c'est différent? Entre la personne que tu as en gestion de patrimoine qui vraiment, voilà, a ses objectifs, ne s'intéresse pas à ce qu'il y a à l'intérieur et fait confiance à la personne, qu'elle a choisie pour, bah, répondre à ses objectifs avec, voilà, une simplicité aussi pour elle et pour la compréhension qu'elle peut en avoir avec ses silos, un objectif, une stratégie. Est-ce que tu penses que la personne qui développe ses connaissances sur, l'investissement, sur les différentes classes d'actifs et qui gère plutôt, lui, son patrimoine dans sa globalité, peut-être moins axé sur ses objectifs, mais peut-être sur une croissance de patrimoine ou et ensuite lui, voilà, choisit ses objectifs à l'intérieur. Tu aurais exactement la même philosophie ou c'est quand même un petit peu différent? J'aurais exactement la même philosophie. Pour la simple raison que, quand tu l'as dit: «Ah, ils ont un objectif d'augmenter le patrimoine». C'est pas un objectif, en tout cas, je considère que c'est pas un objectif d'augmenter le patrimoine. Mon objectif, ça peut être de générer des revenus complémentaires, pour la retraite, mais combien? Peut-être que la réponse est: «Ah, le maximum». Super, mais dans ce cas-là, on va prendre tous les autres objectifs qui, eux, ont un montant fixe, hein. Pour, la résidence principale, je sais que le bien qui m'intéresse, la maison qui m'intéresse, elle coûte, 300 000 €. Bon, bah, c'est 300 000 €. Alors ça sera peut-être 350, 250, mais c'est un montant relativement, fixe. Pareil pour les études de mon enfant. Ah, je sais que ça va me coûter autour des 50 000 € peut-être. Bon, bah, c'est 50 000. Ça sera peut-être 55, 45, mais c'est dans ces eaux-là. Une fois qu'on a alloué son capital à tous ces objectifs qui ont un budget relativement fixe, derrière, on peut mettre tout le reste des ressources disponibles dans cet objectif de préparation de la retraite et de revenus complémentaires qui, lui, est généralement le dernier, temporellement parlant, et donc aller chercher le maximum de performance. Mais on a quand même eu cette approche précise de un objectif, un budget, j'alloue le minimum de ressources et ensuite, une fois que j'ai alloué le montant de ressources nécessaires à chacun de ces objectifs, là, je peux aller all-in sur le reste. Mais si on n'a pas fait cette approche-là, on risque de sous-dimensionner ou de surdimensionner les objectifs court terme et finalement, c'est soit se mettre en danger, soit c'est se priver de performances potentielles et donc de capital potentiel au bout du chemin. Bah, c'est intéressant parce que finalement, moi je gère pas du tout comme ça, mon patrimoine. Mais c'est là où c'est super cool de parler parce que finalement, tout le monde a des philosophies différentes, mais je pense que sur le
la finalité est la même. On est d'accord, je pense, sur la finalité. Juste le chemin est un poil différent. Et je pense que pour quelqu'un qui voilà, délègue et qui ne s'intéresse pas à voir vraiment ses objectifs, et c'est ultra simple à comprendre en fait et ça facilite le chemin pour tout le monde. Moi, par exemple, dans mon cas, je suis très autonome, je gère tout moi-même et je gère tout en gestion, libre. Bah, j'ai, voilà, mes investissements en bourse et PEA compte titre, j'ai tout là-dessus et c'est mon allocation bourse. Je peux avoir une allocation, private equity, je peux avoir une allocation, SCPI, je peux avoir, du cash, je peux avoir de l'IMO et je vais avoir une gestion de mon patrimoine global dans un objectif de croissance globale de mon patrimoine et je sais que si je continue la trajectoire, tous les objectifs qui vont arriver entre, aujourd'hui et je sais pas moi, mes 40 ans, mes 50 ans et cetera, je pourrai y répondre avec l'évolution de mon patrimoine, qui a été, faite entre, aujourd'hui et dans 10 ans, par exemple. Je comprends, C'est une gestion mais plus genre en mode ouais, plus macro, je comprends, mais pour le coup, je considère que ça met en danger, certains objectifs plus court terme que tu pourrais avoir, si jamais tu n'y as pas réfléchi en amont. Par exemple, si tu veux acheter ta résidence principale dans 3 ans et que tu as fait que des investissements en bourse et que dans 3 ans, il y a une chute des marchés que, par définition, tu n'as pas anticipée, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu n'achètes pas ta résidence principale ou, tu ouais, achètes une moins non, chère mais que ce c'est que pour tu ça que voulais? l'allocation bourse va être pondérée dans une gestion de patrimoine globale. Par exemple, moi, mon portefeuille bourse, il pèse pour environ 30 de mon patrimoine. Donc, par exemple, là, je construis ma résidence principale l'année prochaine, je suis en train de Mmh. chercher un terrain et tout. Mmh. J'avais fait 2 investissements immobiliers, enfin voilà, le mauvais dont j'ai parlé, plus tôt et un local commercial. Je suis en train de vendre ça pour récupérer de l'apport et je vais utiliser ça, tu vois, pour faire, ce flip et aller sur, l'achat. Donc, finalement, je l'avais pas forcément préparé en mode, objectif, et allocation de finances, enfin de Mmh. Mmh. financier pour ça. Mais vu que j'ai eu cette démarche de gestion de patrimoine, d'augmentation de mon patrimoine, de mes revenus, et cetera et une bonne gestion, finalement, j'arrive tout de même à répondre à l'objectif, simplement en réallouant des ressources. Je comprends, mais ça, je pense que c'est parce que tu es dans une situation où, heu, j'exagère, tu as beaucoup de revenus qui rentrent et donc tu peux te permettre d'avoir cette gestion un petit peu plus macro, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. Ouais, Et quand on a, j'en parlais plus tôt, des ressources limitées, bah, on se doit d'avoir une gestion plus granulaire, plus fine des ressources maximales qu'on peut allouer à chacun de nos objectifs, ou plutôt des ressources minimales qu'on peut allouer à chacun des objectifs. Alors que quand on a une approche macro, je le disais plus tôt, soit, selon moi, tu vas avoir un niveau de risque qui est trop élevé par rapport à ce que tu aurais pu prendre, donc c'est dommage parce que, bah, du coup, c'est un petit peu trop risqué. Ou au contraire, ça va être une allocation sous-optimale, ça sera pas assez risqué par rapport à ton horizon. Donc je préfère vraiment avoir cette, approche par objectif, par temporalité, par niveau de risque pour me permettre d'optimiser, j'exagère, chaque euro investi. Cet euro-là, il peut être investi de manière très dynamique, je l'investis de manière très dynamique. Cet euro-là, il doit être investi de manière sécurisée, je l'investis de manière sécurisée. Et je considère que si je dis bah, cet euro-là, il est à la fois un peu dynamique et à la fois un peu sécurisé, bah, c'est un entre-deux qui ouais. est soit sous-optimal, soit trop risqué. Et finalement, quand tu prends objectif par objectif et que tu stacks tout, tu arrives à une gestion patrimoniale qui correspond à la personne. Oui, parce que, encore une fois, c'est quoi le patrimoine optimal? Ça ne veut rien dire. L'argent, c'est pas une finalité. L'argent, c'est un moyen pour atteindre des objectifs. Et donc, le bon patrimoine, c'est celui qui va te permettre d'atteindre tes objectifs en temps et en heure. Je pense que c'était une très, très belle, phrase de fin parce qu'on n'a pas fait le très long terme, 20 ans, 30 ans, mais je pense que vous l'avez compris avec ce qu'on a dit. Globalement, on va aller sur plus de risques, donc potentiellement plus d'actions, du private equity et des choses peut-être un peu plus exotiques. Mais voilà, on va pas rentrer dans le détail, je pense que vous avez compris un peu la philosophie. Merci, Charles, c'était très intéressant. Franchement, c'était très cool, d'avoir, ta vision, de tout ça, c'était super intéressant. On peut te retrouver, je pense, du coup, YouTube, LinkedIn. Yes, principalement. Et voilà et moi j'arrive aussi dans la partie gestion de patrimoine, très prochainement ou peut-être que quand la vidéo sortira, ça y est, j'aurai fini toute la paperasse, administrative, qui aura duré, 5 ou 6 mois, je pense. Bienvenue dans cet bel écosystème. Et tu vois, ça répond à d'autres besoins, à d'autres profils, mais c'est tout aussi stimulant que la partie formation. C'est d'autres besoins, mais c'est un magnifique univers. Et puis bah, pour ceux qui justement nous écoutent, posez-vous la question, est-ce que ça vous intéresse
au point de vous former et de vouloir gérer par vous-même? Est-ce que vous avez l'appétence? Est-ce que vous avez le temps? Et sinon, il faut vous diriger vers des professionnels. Et là, il y a plein de professionnels différents. Le critère principal, je pense que ça va être, c'est presque un peu abstrait, mais c'est le fit. Finalement, c'est la Ouais, confiance qu'on a dans cette personne-là. Et quand on rencontre quelqu'un en soirée ou dans des, peu importe, dans la vie réelle, on a ce sujet du fit. Ça doit être pareil pour le conseiller en gestion de patrimoine. C'est quelqu'un en qui on a confiance, avec qui on se sent à l'aise de partager des choses, j'ai envie de dire intimes, hein. Quand on est CGP, moi, on parle j'ai d'argent, hein. on parle d'argent, mais on parle beaucoup d'autres choses aussi, des choses très personnelles, des sujets de santé, des sujets, de relations, amoureuses, personnelles, familiales. Donc on rentre vraiment dans la vie privée de la personne et donc c'est important de trouver quelqu'un avec qui on se sent à l'aise de s'ouvrir sur ces sujets. Au top. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me soutient. Et puis, on va faire d'autres épisodes comme ça avec d'autres intervenants. Et puis, allez voir aussi ce que fait Charles Elias. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao.